27 novembre 1942. Pour éviter la capture par l'armée allemande, la flotte française se saborde dans le port de Toulon. Cet épisode tragique marque la mort de ce que beaucoup considèrent comme la plus belle flotte de l'histoire de France, une flotte dont l'histoire remonte 20 ans en arrière. Les archives que vous verrez dans cette émission ont été achetées grâce aux donateurs de la cagnotte lancée en début d'année, donateurs que je remercie très chaleureusement. Et pour cette émission, j'ai le grand plaisir de vous présenter un partenaire que j'aime beaucoup, qui a créé le logo de la chaîne et qui a illustré une partie de mon livre, c'est 800tonnes.com. 800 tonnes, c'est un artiste passionné qui crée de superbes posters militaires, rétro ou contemporains. Ses œuvres couvrent une grande variété de sujets, les sous-marins comme dans notre émission du jour, les navires de surface, modernes ou historiques, l'aéronaval, l'aviation, l'industrie et même le monde ferroviaire. Ces posters sont disponibles dans différentes tailles, avec même la possibilité d'acheter un cadre pour le format A2. Tout est imprimé et expédié depuis la France, vous pouvez y aller en toute confiance car c'est un ami. « 1919. Au lendemain de la Grande Guerre, la situation de la marine française est dramatique. Elle sort exsangue du conflit, avec des unités épuisées et des arsenaux qui ont travaillé à plein régime, surtout pour l'armée de terre. Le jour de l'armistice, la flotte française comprend encore près de 600 000 tonnes en service et en théorie près de 130 000 en construction. Mais ces chiffres cachent une réalité beaucoup moins brillante. En plus d'être épuisés par le service de guerre comme nous l'avons dit, une part importante de ces navires est dépassée, obsolète. L'outil industriel de la marine est également dans un piteux état. Pendant 4 ans, les arsenaux ont répondu en priorité aux besoins des poilus dans les tranchées. Ils ont produit 20% des obus français, des dizaines de millions de cartouches ou encore des véhicules de transport. Cette mobilisation inédite des arsenaux fut rendue possible grâce à une augmentation vertigineuse des effectifs. Des femmes, des ouvriers étrangers, notamment venus de Chine ou venant de l'Empire colonial. Avec cette réorganisation des chantiers navals, de la priorité totale donnée à l'armée de terre et de la supériorité navale alliée absolue, les constructions de navires français furent totalement arrêtées pendant la guerre. À l'exception de petits patrouilleurs et de sous-marins, la marine française n'a mis aucune unité en chantier depuis 1914. Dans le même temps, la Royal Navy en a lancé 250, dont 11 navires de ligne. Les navires de ligne, ce sont les cuirassés et les croiseurs de bataille, ces immenses navires possédant des canons de gros calibre, fers de lance des batailles navales et des bombardements côtiers. Plus grave encore, la Regia Marina italienne a achevé ou mis sur cale 6 cuirassés, 2 croiseurs, 32 contre-torpilleurs et 77 sous-marins. Le rapport de force en Méditerranée pourrait en être modifié au point de remettre en cause la maîtrise de la partie occidentale de cette mer par la France et compromettant de fait la sécurité des communications maritimes du pays avec l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Mais cette situation passe totalement inaperçue aux yeux du pays. Au lendemain du conflit, la marine jouit d'une réputation peu flatteuse. Elle est en effet perçue comme étant restée inactive ou seulement capable d'actions aussi inutiles que meurtrières, comme la désastreuse opération des Dardanelles. C'est ce qui ressort dès 1916 des déclarations naïves des jeunes appelés qui voient dans la marine un moyen d'échapper aux tranchées. Pire, le sentiment que l'issue du conflit s'est seulement jouée sur terre provoque un effet délétère sur l'image de la marine. De manière paradoxale, alors que la marine s'est bien battue, qu'elle a perdu 115 bâtiments, 11 500 hommes, elle est considérée comme une armée abritée. Ce désintérêt pour les affaires navales est partagé par les autorités politiques.
Symboliquement, une loi votée le 10 novembre 1919 par les parlementaires proclame que les armées et leurs chefs ont bien mérité de la patrie et omet de mentionner la marine. Au-delà de cet aspect symbolique, le coût que représente une nouvelle marine est inconciliable avec celui de l'indispensable et prioritaire reconstruction civile. En effet, les départements du Nord ont été ravagés pendant des années par la guerre des tranchées et la destruction des infrastructures et des mines opérées par les Allemands lors de leur retraite. Cette reconstruction a un impact énorme sur les finances de l'État, d'autant que l'Allemagne ne paie pas les réparations prévues par le traité de Versailles. Or, la dette française est détenue à l'étranger, essentiellement aux États-Unis. Si les Alliés sont prêts à faire un effort pour les remboursements quand il s'agit de reconstruction civile, ils deviennent intraitables lorsqu'il s'agit d'un réarmement naval dont ils ne voient pas la priorité et dont ils redoutent qu'il relance la course aux armements. Pire, la France est perçue comme une menace pour la paix, alors qu'en Europe occidentale, les révolutions bolcheviques, les guerres frontalières et les guerres civiles font rage. Au printemps 1919, la marine française fait face à une vague de mutineries, notamment en mer Noire, alors qu'elle est engagée contre les révolutionnaires bolcheviques. Ces mutineries s'apparentent à un énorme arrêt de travail. Et comme dans toute grève, le mouvement cesse dès l'acceptation de la revendication principale, l'assurance d'un retour rapide de l'escadre en France. En revanche, quand le mouvement touche les arsenaux à l'été, il est davantage politique et bien plus violent. Le contexte international est également peu favorable à la marine, puisque sur mer, aucune menace n'apparaît à l'horizon. Les autres grandes marines sont alliées à la France. La flotte allemande s'est sabordée à Scapa Flow en juin 1919, faisant ainsi disparaître la principale menace. Le traité de Versailles limite strictement la marine de guerre allemande, interdisant notamment à Berlin de posséder des sous-marins. De plus, la mise en place des institutions de sécurité collective, avec la création de la Société des Nations, conforte l'espoir d'une paix en Europe. C'est dans ce contexte peu favorable que la marine doit tirer le bilan de l'utilité et du sort à réserver aux armes nouvelles qui ont émergé pendant le conflit, le sous-marin et l'aéronaval. L'aéronaval semble promise à un bel avenir. Elle a prouvé son efficacité pendant la guerre, dans la lutte anti-sous-marine, davantage dans l'éclairage que dans les missions de chasse. Puis, en juillet 1921, le brigadier général américain Billy Mitchell démontre que l'avion peut couler un bâtiment de guerre en bombardant l'Ost Friedland, puis en septembre 1921, l'USS Alabama. Enfin, l'avion a le mérite de coûter beaucoup moins cher. Un cuirassé de 40 000 tonnes coûte le prix d'environ 250 avions. Le sous-marin, lui, semble menacé au lendemain du conflit. Il n'a pas atteint les résultats escomptés, ayant échoué en partie dans la guerre de communication et ayant totalement échoué face à des forces de surface organisées. Dès la fin de la guerre, le sous-marin est l'objet d'une active campagne diplomatique qui vise carrément son interdiction. La marine française au sortir de la Première Guerre mondiale n'est plus la grande marine de la fin du XIXe siècle qui prétendait faire jeu égal avec le Royaume-Uni. Elle doit maintenant accepter d'être une marine secondaire face à la permanence de la Royal Navy et à la montée en puissance des États-Unis et du Japon. En Méditerranée, elle est même menacée par l'Italie. La conférence de désarmement de Washington consacra ce nouvel ordre. Cette conférence fut convoquée en raison de la course aux armements navals qui semble reprendre de plus belle au lendemain de la Première Guerre mondiale. Une nouvelle course aux armements qui s'annonce comme une course au gigantisme. Gigantisme des bâtiments et de leur armement. Gigantisme aussi des budgets nécessaires, non seulement pour les construire, mais également pour les entretenir. Tenue entre décembre 1921 et janvier 1922, la conférence de Washington visait à l'origine à la limitation de tous les armements et pas seulement navals. Toutefois, c'est seulement la partie navale qui fut traitée. En effet, la France refuse catégoriquement que les armements terrestres soient abordés tant que les alliés anglo-saxons ne sont pas fermement engagés à la soutenir en cas de nouvelle agression allemande. Or,
Cela est impossible puisque les Américains n'ont pas ratifié le traité de Versailles et que Londres en profite pour se désengager. Les résultats de la conférence de Washington sont très mal vécus en France, véritable camouflet pour l'orgueil, non seulement de la marine nationale, mais du pays tout entier. En effet, la France se voit imposer un tonnage en navire égal à celui de l'Italie, loin, très loin des tonnages américains, britanniques et même japonais. Pour les navires de ligne, le Royaume-Uni et les États-Unis ne doivent pas dépasser un total de 525 000 tonnes, le Japon 315 000 tonnes, la France et l'Italie étant relégués à 175 000 tonnes seulement. Autre grand chantier de Washington, la question du sous-marin que les anglo-saxons et particulièrement les britanniques veulent interdire. La victoire ici est française. La France a en effet conservé le principe de non-limitation des sous-marins malgré l'opposition anglaise. Pour la France, le bilan de la conférence de Washington est loin d'être la catastrophe nationale présentée. Certes, la blessure symbolique d'avoir été réduit à la parité avec l'Italie, une nation qui n'a pas d'empire colonial à protéger, est évidente. Pour autant, Paris a sauvé l'essentiel. La mise en chantier de sous-marins reste possible et les unités légères ne sont pas concernées par ces limitations. De toute façon, la France n'aurait jamais eu les moyens financiers de suivre la nouvelle course à l'armement naval qui reprend dès la fin de la guerre entre Londres, Washington et Tokyo. D'ailleurs, les quotas assignés à la France sont supérieurs au programme réel et la France n'essaya même pas de mettre sur cale la totalité des cuirassés et des porte-avions auxquels elle a droit. La conférence de Washington permet surtout de prendre conscience de la nouvelle donne internationale et d'en tirer les conséquences. Il faut reconstruire une flotte digne de ce nom. Mais quelle marine reconstruire? Pourquoi faire? Et contre qui? Les besoins absolus sont établis à destination du monde politique et ont pour objet de renforcer la position française lors des conférences de désarmement. Quels sont ces besoins? La défense des communications avec l'Afrique du Nord pour acheminer 300 000 combattants et 300 000 travailleurs dans un contexte de déclin démographique et donc d'obligation de recourir au potentiel humain des colonies. La protection des lignes de communication avec l'Empire et la défense des côtes de la France et de ses possessions. Enfin, la protection du commerce maritime par lequel passent 66% de ces échanges commerciaux et évidemment l'attaque du commerce adverse. La France doit donc, selon ces éléments, être capable de l'emporter sur les ennemis probables, à savoir l'Allemagne et l'Italie. La nécessité d'avoir une flotte capable de répondre à la coalition de ces deux flottes constitue donc le programme normal. Avec le coût de la reconstruction au lendemain de la guerre, ce programme semble complètement illusoire. C'est la raison pour laquelle le Conseil supérieur de la marine s'en tient à ce que l'on appelle le plan minimal, c'est-à-dire le maintien d'une supériorité sur mer uniquement sur l'Italie. Cependant, l'objectif du maintien d'une grande flotte constitue tout de même un objectif pour l'état-major de la marine, convaincu que l'Allemagne voudra tôt ou tard prendre sa revanche. Ainsi, c'est contre l'Italie qu'est votée la construction de 6 contre-torpilleurs de la classe Jaguar pour répondre aux bâtiments italiens du même type. C'est contre l'Allemagne qu'est votée la construction de 3 croiseurs légers de 7000 tonnes de la classe Duguay-Trouin en réponse aux futurs croiseurs de 6000 tonnes que l'Allemagne est autorisée à mettre en chantier. Le statut naval de 1924, élaboré par le Conseil supérieur de la marine, vise à donner à la France une flotte de 725 000 tonnes égale à celle de l'Allemagne et de l'Italie réunies, avec une marge de supériorité de 100 000 tonnes. Son achèvement est prévu pour 1942. Mais malgré les volontés conjointes du ministre de la Marine Ray Barty et du président du Conseil Georges Legge, ce statut naval n'est pas voté. Parce que le Parlement ne tient pas à se lier les mains pendant 20 ans, parce que le pacifisme tient dans l'opinion publique un poids important, parce que le gouvernement n'insiste pas pour faire venir ce texte en discussion au Parlement, et pour des raisons financières et diplomatiques. En effet, la France n'a pas encore payé sa dette de guerre aux Alliés au motif que l'Allemagne ne paie pas encore les réparations qu'elle devrait. Il est donc particulièrement peu recommandé de montrer à la communauté internationale que la priorité française est au réarmement de sa marine.
Si jusqu'en 1928, le programme est respecté, l'année 1929 constitue une charnière. C'est en 1929 que les programmes italiens et allemands commencent à prendre de l'ampleur. L'objectif français, on l'a dit, est de posséder une marine supérieure à celle de l'Allemagne et de l'Italie coalisées. Mais avec les nouvelles ambitions de Berlin et de Rome, il faut désormais attendre l'évolution du format des flottes italiennes et allemandes. Cette attente, ainsi que bien sûr les effets de la crise de 1929, entraînent des retards jusqu'en 1933, période pendant laquelle rien n'est fait. En 1928, l'Allemagne annonce la mise en chantier de son nouveau navire de ligne, le Deutschland. Le futur Panzerschiff de 10 000 tonnes, littéralement navire cuirassé, surnommé cuirassé de poche par les Britanniques, se révèle beaucoup plus rapide que les cuirassés français en service. Par son artillerie de 280 mm, il surclasse les croiseurs lourds français, limités à des canons de 203 par le traité de Washington. La marine française hésite pendant 3 ans avant de décider de la construction des navires de 26 500 tonnes, les cuirassés Dunkerque et Strasbourg. Rapides, armés de tourelles quadruples de 330 mm, les cuirassés de la classe Dunkerque sont conçus comme des chasseurs et des tueurs de cuirassés de poche allemands. Ils ont la particularité d'avoir toute l'artillerie principale sur l'avant du navire. Cette configuration est choisie car les Deutschland sont de véritables navires de course dont le but est de détruire le commerce occidental, mais pas de combattre de gros navires de guerre ennemis, et donc de fuir le combat. Disposer les canons tout à l'avant permet donc de chasser ces navires. Autre avantage, cette disposition permet d'économiser un poids non négligeable dans l'optique du respect des traités de Washington. La même hésitation concerna le programme des bâtiments légers. Les Italiens construisaient en effet des croiseurs de la classe Condottieri, posant les mêmes problèmes que les cuirassés de poche allemands, plus rapides que les croiseurs français de 8 à 10 000 tonnes et plus armés que les contre-torpilleurs de 2400 tonnes. Finalement, à partir de 1931, la marine ralentit donc la construction de contre-torpilleurs et se concentre sur la construction des croiseurs de 7600 tonnes de la classe La Galissonière. Bien armés, rapides, ces croiseurs se distinguèrent particulièrement tout au long de la guerre, participant notamment pour le Montcalm et le George Legge au débarquement de Normandie et de Provence. Entre 1922 et 1939, la France se hisse au deuxième rang mondial de la construction navale, derrière le Japon. Avec 700 000 tonnes de navires construits pendant cette période, la France prouve que loin d'avoir désarmé la flotte française, le traité de Washington a au contraire maintenu la France à un rang élevé et qu'elle n'aurait pas pu aller plus loin de toute façon. L'achèvement de ce programme est le résultat d'une œuvre collective. Des ministres compétents qui parviennent à résister à l'instabilité ministérielle pour travailler dans la durée. Des états-majors capables de présenter des plans clairs, cohérents et réalisables, tant sur le plan financier qu'industriel. Enfin, le Parlement qui, malgré tout, vote les tranches de construction avec une assez belle régularité. La Première Guerre mondiale introduisit une rupture majeure dans la guerre navale. En effet, et pour la première fois, les hostilités se sont déployées dans les 3 dimensions de l'espace maritime. En surface, sous la mer et au-dessus. Si le statut de 1924 intègre un volet dédié à l'aéronaval, dans les faits, les moyens ne suivent pas. En dépit d'un véritable engouement, l'aéronautique navale est frappée de plein fouet par la création du ministère de l'Air en 1928. Ainsi, le développement du porte-avions français est quasiment inexistant. Le Commandant Est, un porte-hydravion à l'intérêt tactique discutable, est lancé en 1927, et le seul porte-avions français, le Béarn, n'est que la modification d'un ancien cuirassé. Cet aveuglement n'a rien de très original dans les marines européennes des années 1930. En Allemagne, l'amiral Raeder ne voit pas l'utilité d'un porte-avions et Göring refuse le principe d'une aéronavale autonome. En Italie, c'est Mussolini qui refuse carrément le principe même, arguant que la péninsule italienne est suffisante pour faire opérer des avions.
début des années 30 arrive et c'est la véritable bascule. La mort d'Aristide Briand en 1932 marque la fin de l'esprit de Locarno et le regain des tensions internationales. Mais surtout, le réarmement des marines italiennes et allemandes impose une réaction française. La fin de l'esprit du traité de Locarno s'observe dans l'échec des différentes conférences de désarmement. Ainsi, de nouvelles conférences se déroulent à Londres en 1930 et à Genève en 1932, dans lesquelles la France puis le Japon et l'Allemagne se désengagent. L'Allemagne hitlérienne se retire le 14 octobre 1933 des négociations et quitte la Société des Nations 5 jours plus tard. L'année suivante, elle annonce un budget qui comprend une hausse de 50% des dépenses militaires. Une dernière tentative a lieu à Londres en 1936, à nouveau un échec complet. En Allemagne, le réarmement jusqu'alors clandestin prend une ampleur officielle avec le plan Raider de novembre 1932. L'Italie, quant à elle, met en chantier 2 cuirassés de 35 000 tonnes dès 1934, le Littorio et le Vittorio Veneto. En 1934, la France bénéficie encore d'une avance de 50 000 tonnes sur les flottes conjuguées de l'Allemagne et de l'Italie, malgré l'objectif initial de 100 000 tonnes. Mais si l'on prend en compte les bâtiments en construction, cette avance française disparaît. Surtout, avant l'entrée en service du Dunkerque et du Strasbourg, la France n'a rien à opposer aux 3 cuirassés de poche allemands. La menace prend un tour dramatique pour la France quand en juin 1935, Londres et Berlin signent un accord naval autorisant le Troisième Reich à construire une marine de guerre égale à 35% de celle de la Grande-Bretagne. Un tonnage égal à 35% à la Royal Navy signifie un tonnage égal aux 2/3 de la flotte française. Pour la France, diplomatiquement isolée, une accélération du réarmement s'impose et en parallèle, il lui faut désormais trouver des alliés. Sous l'impulsion de Pierre Laval, président du Conseil et futur funeste collaborateur en chef, une première tentative de rapprochement avec l'Italie est opérée. Mais l'invasion de l'Éthiopie par les troupes fascistes met rapidement un terme à cette option diplomatique. Mais cette nouvelle guerre italienne en Afrique est aussi un début de révélateur pour le Royaume-Uni, qui se décide enfin à arrêter de tourner le dos à la France, mais encore très timidement. Le déclenchement de la guerre civile d'Espagne, après la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler, fut également l'occasion de relancer les négociations franco-britanniques à l'été 1936. L'état-major de la marine craint en effet un coup de force germano-italien sur les Canaries et les Baléares et s'efforce d'obtenir de la Grande-Bretagne un engagement plus net. Pourtant, le comité de non-intervention du printemps 1937, qui découla des conversations d'Arlan-Chatfield, se limita à un accord sur la surveillance du littoral espagnol. Une certaine coordination fut réalisée entre les deux marines, très loin de l'accord naval souhaité. Il fallut attendre 1938 et l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne pour assister à la reprise de vraies négociations entre les états-majors. Toutefois, du côté britannique, les réticences demeurent, que même la crise de Munich ne parviendra pas à surmonter. Ce fut en fait le coup de Prague de février-mars 1939 qui marqua l'ouverture de conversations définitives et cette fois-ci à l'initiative du gouvernement britannique paniqué. C'en est enfin fini de la politique d'apaisement poursuivie par Londres depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ce n'est que le 8 août 1939, à la veille de la guerre, que l'accord de Portsmouth est signé entre la France et la Grande-Bretagne. Cet accord prévoit une large coopération entre les marines britanniques et françaises, mais il est bien trop tard. Cette coopération entre les deux marines en vue d'un conflit contre le Reich et l'Italie fasciste se traduit dans l'échange de matériel de transmission, de matériel de haute technologie comme le radar, les ASDIC, par la mise en place d'exercices communs, par l'échange d'officiers de liaison et la répartition de zones d'opération. Mais il est déjà bien trop tard. Londres se rend compte que Paris avait vu juste depuis 20 ans et personne n'a voulu écouter. 20 ans, délai particulièrement long dû aux hésitations anglaises. Ces atermoiements provoquèrent amertume et irritation chez les états-majors français,
sentiments qui eurent des répercussions à partir de juin 40. En France, le réarmement débute vraiment avec le Front populaire. Par rapport à la politique d'armement de la France depuis 1919, l'effort est inédit. Si l'on tente une comparaison à l'échelle européenne, on remarque que si la France est à la traîne par rapport à l'Allemagne, qui part de beaucoup plus bas, elle fait bien mieux que le Royaume-Uni, empêtré dans une immense flotte vieillissante et coûteuse. Le principal artisan de ce réarmement français est surtout Édouard Daladier, ministre de la guerre de manière continue de 1936 à 1940 et président du Conseil de 1938 à 1940. Néanmoins, la marine est le parent pauvre de cet effort. Entre 1936 et 1938, les crédits militaires vont essentiellement à l'aviation, qui possède un énorme retard à combler, et à l'arme blindée. Pendant ces 2 années, un seul croiseur léger et 8 sous-marins sont construits. Ce n'est que devant l'urgence qu'un effort massif est fait en 1938. Néanmoins, cet effort de réarmement est trop tardif en raison des temps de construction incompressibles et de la saturation des arsenaux et des chantiers navals. Ainsi, malgré le vote des mises en chantier, très peu de bâtiments sont véritablement mis sur cale. À l'exception du Jean Bart et du Richelieu, issus de la tranche de 1935, dont l'achèvement doit intervenir en 1940, la France entre dans le conflit avec la flotte mise en chantier avant 1934. Nous l'avons vu en début d'émission, la planification prévoit une flotte complète à partir de 1942-1943. Cette situation est loin d'être une spécificité française, puisque c'est aussi le cas de l'Allemagne, et c'est encore pire pour le Royaume-Uni. Parallèlement aux constructions de navires, l'amiral Darlan, chef d'état-major de la marine, entreprend d'améliorer le soutien logistique largement défaillant de la marine, notamment en Outre-mer et dans l'Empire. En effet, si la France possède 2 grandes bases navales en métropole, à Toulon et à Brest, elle ne dispose d'aucune base descente en Outre-mer ni dans ses colonies, pouvant soutenir et encore moins réparer les grandes unités. En 1938 est donc élaboré un plan pour les bases. Ce plan comprend la modernisation et le renforcement des moyens de Brest et de Toulon, la création de points d'appui pour accueillir des forces légères dans les colonies, la création d'une grande base navale à Dakar, capable d'assurer un véritable soutien aux cuirassés de type Richelieu, et le renforcement rapide de Mers-el-Kébir, au détriment de la base navale de Bizerte, surexposée aux attaques aériennes italiennes. Il est courant d'affirmer qu'en 1939, la France possédait l'une des plus belles flottes de son histoire. Cette marine de 1939 est parfaitement adaptée à une stratégie d'ensemble fondée sur une guerre longue et sur le partage des responsabilités entre Français et Britanniques. Cette marine est néanmoins une flotte du passé, c'est-à-dire une flotte du canon et de la cuirasse. En septembre 1939, lorsque le conflit débute, il faut également rappeler que c'est une flotte inachevée et à la dimension méditerranéenne. C'est de ces éléments que découlent ses faiblesses. À l'aube de la guerre, la flotte française est encore inachevée, mais c'est le cas de toutes les marines du monde, sauf peut-être le Japon. En revanche, elle est rénovée, moderne, homogène et cohérente. La plupart des navires sont bien conçus. La force de raid, édifiée autour du Dunkerque et du Strasbourg, constitue un ensemble homogène dont la Royal Navy n'a même pas d'équivalent au début de la guerre. Les transmissions et l'organisation sont excellentes. Le personnel est bien formé et la discipline règne. En revanche, cette marine de 1939 possédait de réelles faiblesses, notamment des lacunes surprenantes concernant la détection radar et sous-marine. Les études pourtant prometteuses, poursuivies par l'équipe de Paul Langevin après la Première Guerre mondiale, n'ont débouché en effet sur aucune réalisation pratique, alors que dans le même temps, les destroyers britanniques de la Royal Navy disposent de l'ASDIC. En matière d'artillerie, l'absence d'une doctrine simple contribue à multiplier les calibres, ce qui constitue un handicap et un cauchemar logistique. Il existe en effet
4 types de canons de 138 mm, exigeant 3 munitions différentes, compliquant à l'extrême le ravitaillement des bâtiments en temps de guerre. Autre point, la conception des bâtiments fut étonnante sur certains éléments. Par exemple, les commandants constatèrent la fragilité des navires de surface par gros temps ou à grande vitesse, car l'épaisseur de la coque fut souvent sacrifiée pour gagner de la vitesse. Ainsi, alors que les navires allemands se caractérisaient en partie par leur excellente tenue à la mer, les navires conçus pour leur barrer la route, le Dunkerque et le Strasbourg, avaient des difficultés pour tenir le mauvais temps dans les zones logiques d'opération allemandes, l'Atlantique Nord. Autre point problématique, la faiblesse du rayon d'action. Cet élément fut particulièrement sensible pour les bâtiments légers, qui se révèlent vite une gêne considérable pour les opérations. Par exemple, il fut impossible pour un navire comme le Richelieu d'être escorté de Brest à Dakar par le même contre-torpilleur. Enfin, on notera l'insuffisance notoire de la défense antiaérienne. À la décharge de la France, toutes les marines de la guerre ont sous-estimé le danger représenté par l'aviation. En plus de ces faiblesses matérielles, il faut ajouter les faiblesses stratégiques, notamment dans le domaine aéronaval. Plus grave, et nous le verrons dans d'autres émissions, les bases outre-mer sont sacrifiées. C'est seulement au printemps 1938, comme nous l'avons vu, que la marine fait élaborer un plan pour le grand aménagement de ces bases. 1940-1942 montra que ces absences de bases et d'infrastructures furent désastreuses pour les bâtiments de la marine, incapables d'être entretenus et ravitaillés de façon décente. Au moment où le conflit éclate, la marine n'est que relativement prête à affronter les marines de l'Axe. La France espère donc que la guerre sera longue pour que les fruits des efforts consentis soient récoltés. Malheureusement, le scénario fut tout autre.